La zone aéro. Eh bien, take-off. Press 7. 8 knots. Check. Contrôle de Tango, bonsoir, de Tango 3, niveau 0, est gauche et attendez. Eh bien, bonsoir, de... Ok, bonsoir, de par Air France, en deux ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight Nora 401 to London Heathrow. La zone aéro. La communauté francophone de l'aviation et des pilotes. Ah, ça marche ou pas? Non, ça marche pas. Si, ça marche. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la zone aéro. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes vacances. Ça vole, visiblement. Le son fonctionne. Tout marche bien. Dites-moi dans le chat si tout va bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de cette zone aéro. Écoutez, qui démarre bien, puisque vous avez pu le voir dans les sur les différents canaux de la zone aéro, sur les réseaux sociaux notamment, on a commencé d'annoncer le programme du mois de septembre. On parlera un petit peu plus tard du mois d'octobre à venir. Je teste le manche-air. Si tu veux, Philémon, on va voir si la manche-air qui est ici se déclenche. Donc on va te laisser faire et puis on va voir si ça marche, mais normalement ça devrait marcher. Il y a quelques petits réglages encore à faire, donc ça va se mettre en place petit à petit. Et oui, pour celles et ceux qui demandent, mais comment ça se fait, on devait démarrer mercredi? Eh ben non, on redémarre ce soir, puisqu'on a un invité de marque, on en reparlera tout à l'heure. Donc je vous rappelle évidemment que vous avez pu voir qu'il y a quelques nouveautés, la musique d'attente a changé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des petites incrustes aussi qui ont été modifiées. On démarre donc la nouvelle saison avec quelques petites nouveautés. Ça aussi, hop, c'est ici, là. Ça a été modifié. Vous voyez, manche, check. Ah, là, nous, on n'a pas eu d'alerte. Il n'y a pas eu d'alerte. Alors, il faut peut-être faire un F5, réactualiser le navigateur. C'est pas impossible. Ah, si, ça marche. Voilà. C'est bon, check. Ça marche. Merci beaucoup, Philémon. Voilà, vous pouvez faire comme Philémon si vous voulez soutenir la chaîne, ça tombe bien, je vais pouvoir en parler. Vous avez différents moyens pour nous soutenir, pour nous aider à financer un petit peu tous ces petits trucs-là. C'est à votre convenance et selon vos moyens, bien sûr. Vous avez la possibilité de faire comme Philémon, donc de prendre un sub sur Twitch. Vous avez aussi Patreon, vous devenez les patrons de la zone aéro, on vous fait des petites visios personnelles de temps en temps. Merci Gaël. Voilà, 3 mois d'abonnement. 3 mois d'abonnement en avance. C'est parti pour 3 mois. Merci beaucoup Gaël. En plus c'est bien, ça fait du frais. Ça ventile. Merci beaucoup. Vous avez également la possibilité, donc je le disais, via Patreon, de nous soutenir. Et en plus, si vous êtes peut-être abonné Amazon Prime, il y a beaucoup de gens qui le sont, vous avez la possibilité d'avoir un abonnement gratuit grâce à Prime. Vous le prenez, alors il y a une petite procédure à faire que vous trouverez sur Internet, ou sinon, je ne sais pas si je l'ai là. Hop, je vais essayer, Prime, oui, hop, là, voici la procédure. Vous allez sur Prime Gaming et vous claquez votre abonnement Amazon Prime sur la zone aéro, ça vous coûte 0, il y en a un par mois, et comme ça, vous avez accès à toutes les pubs. Voilà. L'audio est bizarre. Alors, dites-moi si l'audio fonctionne ou si l'audio ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'audio est bizarre? Est-ce que le son est bon? Parce que moi, normalement, le son, il est transmis, donc ça doit fonctionner. Ok. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Alors avant de démarrer, évidemment, puisqu'on est en train de parler de la rentrée, on va parler d'une petite chose. Vous savez que j'ai l'impression que tu as une voix de robot? Ah bon? Est-ce que c'est que chez MMG ou vous trouvez vraiment qu'il y a une voix de robot? Ou est-ce que tout va bien? Dites-nous, les gens qui sont connectés dans le chat, s'il vous plaît. Comme ça, au moins, on remet à jour tout de suite. Si c'est le cas, et sinon, RAS. Ok. Bon, c'est peut-être chez MMG7F, du coup, c'est peut-être chez Fabien. Alors, pour l'instant, on continue comme ça. Donc, je le disais, nouvelle saison, quelques petits ajustements à faire. Vous savez, la zone aéro, c'est plusieurs émissions. Il y a la zone aéro gaming, on en a parlé. Avant l'été, où on découvre des petits jeux d'aviation. Donc ça, voilà, c'est passé, c'est temporaire, c'est ponctuel. Il y a une émission qui était un peu plus régulière, que vous aimiez bien, c'est Push to Talk. Et Push to Talk, donc, qui vous donne la parole, qui donne la parole
aux auditeurs via les chroniqueurs de la zone aéro. Pour l'instant, Push to Talk ne redémarre pas immédiatement. Les émissions reprendront normalement au mois de février, dans ces eaux-là, février-mars. Donc retour de Push to Talk en février ou en mars. Mais d'ici là, on va vous proposer un petit truc qui devait être assez sympa. On va lancer un nouveau programme qui s'appelle Ground School. Donc, on va dire une école de pilotage virtuelle de la zone aéro qui devrait démarrer, si tout va bien, on va dire fin octobre, début novembre, avec les instructeurs de la zone aéro. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose? Eh bien, c'est simple. Pour celles et ceux qui sont intéressés, qui veulent développer leurs connaissances, peut-être même pour des pilotes qui ont passé leur brevet il y a très longtemps, eh ben on va vous proposer de reprendre l'intégralité des différents modules aujourd'hui qui composent le LAPL, le PPL, et faire une approche un petit peu vulgarisée de l'aviation au travers de ces différents modules. Donc en gros, de passer virtuellement le PPL ou le LAPL avec la zone aéro en suivant un cours en live où vous pourrez poser des questions. Vous aurez un accès prioritaire en plus sur le serveur Discord, où il pourrait y avoir de l'échange. Et puis en fin de saison, tout ça restera évidemment virtuel. On vous proposera de passer comme un PPL virtuel théorique, mais vous aurez toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir le faire en vrai si derrière vous allez vous enregistrer dans une école. Et merci à FreeFlight pour le sub, merci beaucoup. Ça y est, on a un train de la hype qui vient de se déclencher. Merci beaucoup. Donc si vous voulez participer sur un Alpha Jet fan de la PAF sur le groupe privé, on va voir. Alors, je vais vous mettre la commande dans le chat, les amis. Pour vous inscrire, hop, c'est point d'exclamation GS. Voilà, inscrivez-vous vite pour participer à la formation virtuelle de la zone aéro. Vous cliquez sur le lien, vous remplissez le formulaire et puis on va vous enregistrer. S'il y a suffisamment de monde qui est intéressé, on va vous recontacter évidemment et on vous donnera tout le planning. Et merci beaucoup pour les 500 bits, Gaël. Salut Stéphane qui vient d'arriver. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien et comme ça, ça tombe bien, je révise le théorique PPL, c'est parfait. Inscrivez-vous, on se rejoint tous et puis vous aurez des petits cours qui seront dispensés par les instructeurs en direct. Il y aura des replays aussi, donc on va vous donner toute une base de travail et on va vous accompagner là-dessus. Voilà, donc point d'exclamation GS pour la commande avec le lien d'inscription. Et j'invite aussi la modération pendant l'émission de pouvoir mettre ça en place et de rappeler le lien de temps à autre. Merci à vous. J'ai assez parlé, on va démarrer le vif du sujet et tout de suite on va déposer ensemble le plan de vol de l'émission de ce soir. Plan de vol de l'émission. Le sommaire de la zone ce soir. Je suis en voiture, ok. Allez, c'est parti, le sommaire, tac, il est là. Actualité du terminal dans un instant. On a quelques news de rentrée à vous partager, donc on va en discuter dans quelques instants. Et puis après, on reçoit un invité de marque. Un visage dans les nuages. C'est François qui est avec nous. Vous avez peut-être vu, si vous avez suivi les médias de l'aéro il y a quelques années, un avion vert et noir qui faisait des arabesques, qui zigzaguait entre des pylônes. Peut-être que vous avez vu aussi des avions de voltige, rouge et bleu. On va reparler de tout ça puisque c'est François Levotte qui est avec nous. Tout à l'heure, il va nous rejoindre pour revenir avec lui sur sa carrière, sa vision de l'aéronautique. Vous pourrez lui poser toutes vos questions dans le chat, comme d'habitude. Un invité de marque pour bien redémarrer la saison 2025-2026 de la zone. Donc, à vos questions tout à l'heure. Il était pilote de chasse, champion du monde. D'ailleurs, en 2013, si je ne m'abuse, les Red Bull RS, évidemment, on a plein de choses à aborder avec lui. Et puis en fin d'émission, comme d'habitude, même format, remise de gaz, foire aux questions, on découvre le programme à venir pour les émissions. Voilà ce qu'on vous propose ce soir. On repousse le sommaire, tac, voilà. Et puis tout de suite, on enchaîne tout de suite pour les actualités. L'actualité du terminal. News, nouvelles, informations et réactions avant l'embarquement. Allez, c'est parti pour les actus du terminal et on va démarrer par une nouvelle livrée chez Transavia puisque Transavia vient de sortir son premier Airbus A320 Neo avec une livrée flambant neuve.
donc c'est sorti à Toulouse, et vous pouvez le voir, la livrée est plutôt pas mal. Elle a été pensée pour marquer les 60 ans de Transavia Pays-Bas, les 18 ans Transavia France. Et cette nouvelle identité visuelle joue plusieurs cartes, notamment la modernité. Sans renier ses racines, on retrouve un fuselage qui est orné du nom Transavia en grand maintenant, avec une typo un peu plus actuelle. Ils ont changé la police de caractère. Les moteurs sont 100% peints en vert aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Et vous avez les charclettes qui sont bicolores. Donc vous voyez hein, le petit aileron au bout d'aile. Hein. Vous avez le logo aussi qui désormais glisse aussi sous l'appareil, histoire d'être vu depuis le sol, ce qui n'était pas le cas. Vous avez un look un peu plus épuré, affirmé, qui reflète les nouvelles ambitions de la compagnie. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, les amateurs de Transavia auront à disposition 3 nouvelles destinations pour cet hiver, Gran Canaria, Séville et Hurghada. Donc... Voilà pour les actus, les news du côté de Transavia. On va changer de compagnie. C'est une compagnie orange et verte, c'est EasyJet, puisque une grosse frayeur a été évitée de justesse à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. C'était lundi dernier, donc c'est tout frais. C'est un A320 d'EasyJet qui, lancé à plus de 200 km/h pour s'envoler vers Majorque, a dû freiner sur hors de la tour puisqu'un autre avion s'approchait dangereusement de la piste. Cet appareil était en descente, venu de Budapest, il s'est retrouvé à seulement 65 mètres du sol au moment où il a déclenché en fait une remise de gaz pour revenir et se poser en sécurité un peu plus tard. Alors pourquoi, comment? C'est la grande question. La sécurité des passagers n'a pas été menacée, le vol a finalement redécollé avec 1 heure de retard, donc quand même c'est un impact. Hein. Reste que ce type de couac fait poser des questions. Il y a une enquête qui est ouverte pour comprendre ce qui a cloché, alors même que l'aéroport souffre d'un manque criant de contrôleurs aériens. Donc est-ce que c'est lié ou pas? C'est l'enquête qui fera le point et qui le déterminera dans les semaines ou dans les mois à venir. Allez, on continue et merci beaucoup pour le train de la hype, puisque tu as volé avec EasyJet lundi. Ah ben voilà, donc c'était lundi aussi. Merci pour le train de la hype, hein, 3 abos, 500 bits, c'est cool. On continue, on va parler de turbulence. Vous vous souvenez, on en avait discuté déjà dans la zone. Eh bien, à nouveau, un vol mouvementé au-dessus du Wyoming pour un Boeing 767 de Delta qui reliait Salt Lake City à Amsterdam. C'était le 30 juillet dernier. Et l'appareil a traversé de violentes turbulences. Il y avait des passagers non attachés, vous doutez de ce que je vais vous dire derrière. Il y avait des membres d'équipage et même des chariots de service. Et ben, tout ça, ça a été projeté au plafond avant de retomber brutalement. Et ça fait quand même 24 blessés, dont 2 graves. L'avion donc a été secoué par des cycles de montée et descente pendant près de 3 minutes. Il a dû être dérouté vers Minneapolis, où 18 blessés ont été hospitalisés. Alors le NTSB, l'équivalent du BEA français, évidemment, donne son avis et fait des enquêtes, et donc classe l'événement comme un accident, puisqu'il y a eu des blessures physiques. Et son rapport préliminaire révèle que tout semblait calme quelques minutes avant le chaos et que le signal des ceintures a même été éteint par l'équipage, donc tout le monde pouvait se lever effectivement. Et pourtant, les pilotes ont appliqué la procédure d'urgence, upset recovery pour reprendre la main de l'appareil, puisqu'il est en mauvaise posture. Et cet épisode rappelle à quel point les turbulences sévères sont de plus en plus fréquentes et surtout restent imprévisibles. Donc moralité, quand la lumière s'éteint, mieux vaut quand même garder sa ceinture bouclée si on reste sur son siège. C'est ce qu'il faut retenir. On continue avec, on va appeler ça une erreur de localisation. Alors, on va parler un peu de géographie puisque certaines personnes sont très fortes sur TikTok, c'est le cas de ces 2 influenceuses américaines, mais par contre en géographie, ça laisse un petit peu à désirer. Il va falloir qu'elles retravaillent un peu puisque ces 2 jeunes américaines pensaient s'envoler de Rome vers Nice et se sont retrouvées à Tunis. Donc convaincues d'une simple confusion, elles découvrent en plein vol que leur billet indiquait bel et bien TUN pour Tunis
et non la Côte d'Azur. Donc fou rire, Google Maps en plein vol, à la fois paniqué, les passagers étaient un peu mi-amusés, mi-agacés, et la scène est devenue virale, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. À l'atterrissage, après quelques péripéties avec l'équipage, elles finissent par trouver un vol vers Nice et poster leur ultime vidéo de victoire. Les internautes, eux, vont osciller entre moquerie et ironie, rappelant qu'il suffisait de lire la carte d'embarquement. Mais au final, la mésaventure leur a offert quand même un détour express vers l'Afrique du Nord et surtout 15 millions de vues, comme quoi une erreur de destination peut se transformer en jackpot digital. Ensuite, on va partir de l'autre côté du monde, puisque Cambodia Airways passe la vitesse supérieure. La compagnie nationale a signé un gros deal avec le constructeur chinois Comac. Vous savez, les concurrents de Airbus, Boeing chinois, voilà. Ils ont lancé donc le C909 il y a quelques années, et donc il y en a 20 qui ont été commandés par Cambodia Airlines, donc 10 commandes fermes. Cet avion régional déjà en service depuis 2016 peut embarquer, on le rappelle, 97 passagers et relier des villes sur 2200 à 3700 km. C'est une belle montée en gamme pour la flotte actuelle de Cambodia Airways qui ne compte pour l'instant que 6 appareils. Pour Comac aussi, puisque c'est une vraie vitrine qu'ils ont gagnée par Cambodia Airways, pardon. Le C909, déjà livré à plus de 160 exemplaires en Chine, utilisé en plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, gagne un nouveau client hors de ses frontières. Et au-delà de l'aviation, cet accord illustre le rapprochement toujours plus fort entre Phnom Penh et Pékin. En clair, les avions chinois, des liaisons renforcées et le Cambodge qui affirme ses ambitions dans le ciel régional. À suivre cette expansion. Et puis, on va terminer par une petite séquence historique, comme on le fait d'habitude. On va parler du 12 septembre dans l'histoire, et on va se reporter en 1931. En 1931, drame dans le ciel, puisqu'après avoir tenté en juillet 1931, des aviateurs français, Marcel Doré, Joseph Lebris, René Mémin, partent pour décrocher un record du monde de distance sans escale. Ils sont à bord d'un Devoitine D-33, qui a été baptisé le Trait d'Union, et ils avalent 3000 km avant que tout s'effondre, puisqu'ils sont victimes d'une panne d'alimentation carburant et l'avion va s'écraser près d'Oufa, en Russie. Il y a un seul survivant, c'est Marcel Doré, qui survit en sautant en parachute, tandis que les deux compagnons trouvent la mort dans le crash. Cette tragédie met fin à leurs espoirs et laisse le record aux Américains, Boardman et Polando, qui, eux, sont auteurs de 8065 km entre New York et Istanbul quelques semaines plus tôt. C'est un épisode marquant autour de l'épopée aéronautique. On sait que la quête de l'exploit se paie parfois au prix le plus lourd et les pionniers nous ont précédés pour établir ce genre de record, quelquefois avec des drames. Et c'est important aussi de s'en souvenir, parce que 1931, quelque part, c'était il y a à peine 100 ans, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quand on regarde bien. Donc voilà, petit souvenir historique. Et bon, on a terminé pour la rubrique Actu de ce soir. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas à le faire sur le chat ou sur le forum, enfin sur le Discord en tout cas. Et puis tout de suite, on va recevoir notre invité. On en a parlé tout à l'heure. On va faire le point avec lui sur sa carrière. On va discuter de plein de choses. Merci FingerGold04 pour l'abonnement avec Prime. Nouvel abonnement. Merci beaucoup. Tout de suite, donc, c'est la séquence Un visage dans les nuages. Et on retrouve tout de suite notre invité François maintenant. C'est parti. Un visage dans les nuages ? Les rencontres de la zone aéro. Et il est là, il est avec nous. Bonjour. Bonsoir François. Bonsoir. Comment est-ce que ça va? Ça va mieux. Ça va mieux, oui, Oui. parce que On a failli pas le faire. Le virus m'a agressé récemment, donc ouais. je tiens à prévenir tout de suite les spectateurs que je serai peut-être un peu lent dans mes réponses parce que je suis un peu travaillé par de la fièvre. Je suis pas dans mon état le meilleur, quoi. Bon, en tout cas, on est ravis de te recevoir. C'est vrai que on l'avait déjà planifié avant la fin de la saison, c'était au mois d'avril, mais Ouais. après, c'est vrai que comme tout travail de pilote,
Les on est parti. contingences. Bah, Voilà. c'est ça. Donc c'est compliqué, mais en tout cas, on est ravis de t'avoir ouais. pour revenir avec toi un petit peu sur ton parcours et puis pour répondre aussi au chat de la zone aéro. Avec plaisir. J'espère que je me souviendrai de tout. Ouais. Alors avant de démarrer, on a une petite habitude ici, c'est de faire en fait la petite minute de présentation. Ouais. Donc en gros, c'est toi, avec tes mots, tu reviens sur ta carrière, sur ton parcours en 1 minute. 1 minute à titre informatif. Ouais, on va essayer de faire Et puis ça. après, on rentre un petit peu dans les détails avec le chat, si ça te Ouais. va. Je dois regarder où? Et bien ici, là, tu vois, alors Ici. la caméra, elle est là pour l'instant. La caméra est Et là. on va mettre le petit chrono, donc voilà, c'est D'accord. parti. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis François Levotte, né en Tunisie il y a 55 ans. Et je savais que je voulais voler dès l'âge de 2 ans et demi, après un rêve. C'est une histoire absolument authentique. Et j'ai tout mis en œuvre pour accomplir ce rêve. Je suis entré dans l'armée en 1990. J'en suis sorti en 2014 après une carrière d'instructeur, de pilote de chasse et de voltigeur. Je suis resté à la retraite à peu près 24 heures avant de rejoindre le circuit Red Bull. 24 heures? Ouais, je quittais l'armée et moins de 24 heures après, j'avais un coup de fil de Red Bull pour me dire Incroyable. qu'il voulait bien que je participe à l'aventure. Et voilà, ça s'est arrêté en 2019, il me semble. J'ai chômé un peu, j'ai essayé de rejoindre quelques compagnies nationales, un peu ailleurs aussi, sans succès. Puis je suis parti aux Émirats Arabes Unis, reprendre le métier de militaire pour faire instructeur là-bas. Et puis j'ai quitté ça il y a 1 an et demi pour enfin atterrir je suis en Arabie Saoudite actuellement. Je fais des périodes là-bas comme dépollueur, pardon. Dépollueur. Ouais, la noble mission de dépollution en cas de marée noire, en cas de fuite sur les plateformes pétrolières ou une roquette qui taperait un pétrolier, une grosse émanation de pétrole. Et voilà, mon job consiste à survoler la nappe de pétrole et dépendre du dispersant. Voilà. Ah d'accord, donc c'est quoi comme type d'avion? C'est de l'air tractor, hein, Ah d'accord, c'est ok. un avion agricole, voilà, avec une grosse cuve de 3000 litres. On peut y mettre 3000 litres de dispersant. Et on Ok. dissout le pétrole avant qu'il n'atteigne le rivage ou voilà, on fasse du mal à l'écosystème. Et on D'accord. s'ouvre au feu d'ailleurs. J'ai fait mes premières missions feu le mois dernier. Ah, est-ce que ça peut donner des idées pour après la France, sécurité civile, etc. Alors la sécu civile non, mais pourquoi pas si les opportunités sont là, il faut les étudier, ouais. Pour Ok. l'instant c'est pas à l'ordre du jour, mais pourquoi pas dans le futur. Ok. Ça marche. Bon voilà, les amis, vous avez déjà une belle petite présentation de François. On va revenir avec lui sur son parcours. Je vous rappelle, hein, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Hein. On est là pour discuter entre nous, comme si on était au bar, hein, comme J'ai pas d'habitude. réponse à tout, hein. Oui, mais bon, ce qui compte, c'est de demander. Donc, n'hésitez pas à poser votre question dans le chat. On les met de côté et au fur et à mesure de la discussion, on les rappelle. Hop, il y en a déjà qui arrivent, donc on les met de côté. Alors, première question, François. De quand date, on va dire, tes premiers amours ou ton premier envie de dire plus tard, je voudrais voler? C'est très jeune? Ah oui, c'est très jeune. Ma mère situe ça à l'âge de 2 ans et demi, environ 3 ans. Et je me rappelle parfaitement du rêve que j'ai fait cette nuit-là. Ah ouais? Et c'est une histoire vraie, hein, et ça m'est resté c'est complètement ancré. Et je me suis dit, j'ai tout fait. Après, j'ai inventé, enfin, je me suis réinventé tout seul ce concept, ces images de détente, parce que tous les soirs, toutes les nuits, je voulais refaire le même rêve. Et ouais, c'était figé à ce moment-là. D'accord, ok. Et du coup, comment est-ce que tu as vécu ta scolarité avec ce rêve-là? Parce que aujourd'hui encore, et même pour certains un peu plus anciens, très souvent, les gens sont confrontés à dire « Ouais, mais c'est peut-être pas un métier pour toi » ou c'est trop compliqué, faut être une tronche en maths, et puis tu pourrais pas y arriver ». Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Alors moi, comment ça s'est passé pour moi? Je voulais faire ça, mais je ne me focalisais pas là-dessus. C'est un peu comme la meilleure image pour moi qui me vient à l'esprit, que j'ai toujours expliqué avec cette question, pour répondre à cette question. Si vous voulez atteindre le sommet de la montagne, bon, il ne s'agit pas de le regarder en permanence et d'en s'en faire une idée au risque d'être frustré. Non, moi, mon boulot, c'était de regarder le chemin 2 mètres devant moi pour ne pas me tordre une cheville sur le chemin qui mène au sommet. Donc, j'ai tout appréhendé comme ça.
de manière simple et dans l'instant. L'école, le contrat était simple, il faut bien travailler, il faut réussir, et puis voilà, et on passe à l'étape suivante. Ouais. Donc j'ai tout fait comme ça, y compris dans ma formation militaire pour devenir pilote. Mais tu étais européenne ou tu es rentré à J'étais l'école de... européenne, ouais, dans la sélection. Ok. Donc, pareil, on va dire la carrière militaire pure et dure de l'école de l'air, c'est quelque chose que tu as mis de côté rapidement ou tu t'es dit je rentre directement après le bac le plus tôt possible? Le plus tôt possible, Ouais. après le bac. J'avais décidé en seconde, hein, mon dossier il était pris depuis la seconde. Donc, Ouais. et j'avais le dépliant de Cognac et la progression européenne sous mon sous-main. Donc quand j'avais un petit coup de mou, je soulevais le sous-main et je voyais les psilones. Ouais. Ouais, je me souviens aussi de ce dépliant là. Jaune et rouge? Oui. Ouais, probablement. Ouais, j'ai vu. Ok. On va prendre déjà quelques petites questions du chat. Alors, est-ce que tu connais, c'est Philémon qui demande ça, est-ce que tu connais Red Adair? Non. Alors, c'est dans quel contexte, Philémon? J'imagine que c'est plutôt Raider. Ce sont les entreprises privées qui font du plastronnage pour les armées dans le monde. Alors, si c'est Red Air, oui, mais Red Adair, je ne sais pas. Non. Il va nous confirmer, Philémon. C'est Vince qui demande, avez-vous piloté en France à la base, dans la chasse? À quel âge avez-vous pris votre retraite? Je suppose que l'idée n'était pas une vraie retraite dans le sens arrêt du travail. Ah oui, j'ai fait plusieurs bases en France, hein, de Cognac jusqu'à Dijon et pour finir à Salon de Provence. Et la retraite, oui, c'est plutôt une fin de contrat dans notre cas. Donc, et ça donne droit à une pension de retraite, ouais. Ouais. Et j'ai pris ça à 44 ans. Alors justement, on va en parler un peu. Tu obtiens le bac, tu postules pour rentrer à Cognac. Enfin, Cognac dans l'armée de l'air. Dans l'armée de l'air, ouais. Et du coup, c'est Bretigny avec les sélections, etc. Ouais. Bretigny, sélection psycho, sportive, anglaise. Et puis après la sélection en vol à Avord, c'était à l'époque. Ah, c'était à Avord. Avord sur Cap 10, l'avion le plus dur de l'armée de l'air. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ok. Et ça, c'était en quelle année? 90. 90. Ouais. D'accord. Ok. Alors, on va voir quelques petites photos. Je vais essayer de les incruster. Hop, je vais faire ça. Et puis, les photos, normalement, alors que je me souvienne bien, ça doit être ici. Et on va mettre la petite cam comme ça. On nous voit là. Voilà. Ouais, ça, c'est 91 à Cognac, dans la chambre, dans la chambrée. Ouais. Je me souviens très bien avoir pris cette photo, d'ailleurs. C'était de l'argentique à l'époque. Avec les petits... Non, c'était un bel appareil que m'avait filé ma mère pour l'occasion, là, pour que je leur fasse quelques photos. C'était délicat d'ailleurs de prendre des photos sur une enceinte militaire, mais là on pouvait. Et donc Voilà, là, on est à Cognac. Ouais, Cognac. Pareil. Epsilon. Epsilon, Années. le casque orange, bien... Là c'est Tours, ça doit être mon lâcher, ça, sur Alpha Jet. Ok. Donc ça c'est 92. Ouais, donc 2 ans après, hein. 90, 92, le cursus. Mon lâcher, ça doit être mai 92. Et donc là, il y a l'amphi. Ouais, l'amphi. Et puis moi, je suis parti à Cazaux après tout. Hein. Ouais. Cazaux, et là, j'ai été orienté instructeur à Cognac. Ça, c'est Dijon. Ah, d'entrée de jeu, avant de partir en escadron? Oui, c'est ce qui s'appelait les instructeurs à Beauvau. Après Cazaux, alors moi j'ai eu de la chance, j'ai fait Cazaux, parce qu'avant les instructeurs à Beauvau sortaient de Tours, ils étaient brevetés, macaronnés, pilotes de chasse, et hop, certains partaient directement dans le circuit instruction. Ok. Avant d'intégrer plus tard leur carrière de chasse. Mais moi j'ai fait Cazaux, et puis je suis parti instructeur avec la moitié de mes collègues. Ah oui, d'accord, donc c'était quand même... Et de toute façon, il n'y avait pas le choix. Non, il n'y avait pas le choix. Ok. C'était en fonction du classement. C'était alors pour pas mettre que les têtes de liste dans la chasse et tout le queue de peloton dans l'instruction. Il y avait une place sur 2 dans la chasse, une place sur le premier, les le alternaient. 3e, le 5e. Ouais, d'accord. Ok. Et donc du coup, tu arrives finalement avec peu d'heures entre guillemets, instructeur. Comment tu as vécu ce rôle-là? Parfaitement bien, j'ai toujours adoré. Enfin, tu sais, si c'était à refaire, je referais l'intégralité du parcours. J'ai adoré ma vie militaire. Ok. Tout n'est que... Il fallait comprendre qu'il fallait bosser. Et ça, à partir du moment où on bossait, ça se passait généralement bien, hein, sauf pour quelques malchanceux, à savoir pourquoi il y a des gens qui ne matchent pas. Là. Ils sont de forme carrée, ils n'entrent pas dans le rond, je ne sais pas comment ça se passe pour eux.
Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé que la formation était fabuleuse. Ma formation d'élève était incroyable. C'est les plus belles années de ma vie. D'accord. Ok. Et la formation instructeur, qu'est-ce qu'on a rigolé. Ouais. On a rigolé, mais sérieusement. Tu sais, on faisait bien la part entre le boulot et la rigolade. Promo formidable, des instructeurs sympas. Donc vous êtes passé au CEFIP, le centre de formation des instructeurs pilotes. Ok. Et donc après, 3 ans après, sur Epsilon. Sur Epsilon, ouais. Ok. Avec les élèves. Certains étaient plus vieux que moi. Ouais. Ouais, plus intelligents même. Et bon souvenir aussi des vols sur Epsilon. Ouais. Parce que c'est vrai que... J'adorais cet avion. Ouais. Alors à l'époque, il était encore assez jeune dans sa carrière, l'Epsilon. Il avait une dizaine d'années d'utilisation, il me semble. Bon, les vieux, ils avaient tendance à le dénigrer un peu, le décrier. Ouais. Bon, ils ne voulaient pas être là-dessus, quoi. Un avion en papier, à piston, ça ne les intéressait pas. Mais avant, ils étaient sur Fouga. Ouais. Ouais, avant, Donc c'était réacteur, un peu on repasse à sérieux. l'hélice, c'est peut-être aussi ça. Ouais, et puis bon, quand on est surchasseur, quand on a fait pilote de chasse dans l'armée, c'est pour être sur un avion qui pousse de l'air chaud, pas qui tire de l'air froid. Mais moi, j'ai adoré cet avion en tant qu'élève, je l'ai adoré en tant qu'instructeur. Et je pense que l'histoire, les gens me donnent raison, parce que dès qu'il a été sorti de l'armée, les gens se le sont arrachés. Ah oui, oui. Et il a un très très gros succès aux États-Unis. Et c'est pas pour rien, c'est que c'est un très bon avion. Et puis il y en a 3 à côté de chez toi, en tout cas pas loin. Je sais qu'il y en a, ouais. Bon, je ne sais pas souvent chez moi, je les entends, ça me rappelle les bons souvenirs. les bons souvenirs. Ouais. Et donc ensuite, après, tu finis la période d'instruction, comment ça se passe pour te dire, bah voilà, on retourne en escadron? Alors après, le dur commence. Le stress commence un peu. On est versé dans son escadron. Moi, j'ai fait un petit réentraînement réacteur à Tours. Pareil, super période. Et puis, on m'a envoyé à Dijon. Et d'ailleurs, c'est bizarre, hein, mais le week-end dernier, je suis retourné. Ça faisait 25 ans que je n'étais pas allé. Hein. Je suis retourné voir la base, l'escadron. Et bon, il n'existe plus. La base de Dijon, elle est plus opérationnelle. Ouais, c'est la gendarmerie maintenant qui est... Il y a de la gendarmerie, il y a d'autres... Mais j'ai quand même réussi à retrouver... à re-rentrer dans mon escadron. J'ai vu mon bureau, la salle d'ops, tout. Ah, excellent. C'est un peu resté dans son jus, ça fait tout drôle. Ouais. Et puis là, le boulot vraiment sérieux commence, là. Et on bosse comme on n'a jamais bossé, en fait. Donc Dijon, on rappelle, c'était la chasse évidemment, Mirage 2000 et la police du ciel. Ouais. C'était ça. La mission principale, c'était ce qu'on appelle l'air defense, le combat aérien contre les autres avions, l'interdiction de zone, la protection de zone, un petit peu d'appui au sol, un petit peu de bombardement en mission secondaire. Mais ça s'est vite arrêté parce qu'on est passé sur le dernier standard du 2000 qui était le Tir 5 et qui n'avait à l'époque pas, d'ailleurs je pense qu'il ne l'a jamais eu, hein, il était Air Defense pur, il n'a jamais eu d'option d'attaque au sol. Ouais. Ce qui m'allait bien, j'aimais bien ça. Ouais, le combat aérien, Maillochet, tirer DG aussi. C'est plus qu'il n'en faut. C'est le seul avion que tu as piloté dans l'armée de l'air en chasseur? Ouais. Enfin, deux types de 2000. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, hein, j'en ai fait que 3 ans. Parce que après je me suis orienté j'ai refait de l'instruction à Tours sur Alpha Jet et à l'issue de cette période d'instruction, j'ai choisi l'équipe de voltige. Donc, j'ai dû décider de mettre fin à ma carrière sur chasseur pour intégrer l'équipe de voltige. Mais à ce moment, ça me paraissait très intéressant et je le regrette pas du tout. Alors je regrette le chasseur. Hein. Ouais. Ça a été un choix difficile, mais ça m'a amené ici et j'ai pas grand-chose à regretter. Ouais. Oui, parce qu'après, on détaillera encore la suite du parcours, mais la suite est aussi notable. Et justement, comment est-ce qu'un pilote de chasse, qui vole quand même sur le fleuron des machines, se dit demain, j'ai envie d'intégrer l'équipe de voltige pour faire de la compète? C'était lié à... C'est pas une lubie, hein, c'est pas une pulsion, c'est lié à un environnement. J'aimais beaucoup le sport. Et ça me paraissait vachement intéressant d'intégrer une unité sportive. Et j'aimais beaucoup l'aviation légère aussi. C'était les restes du Cap 10 des Sélec? Non, c'est que, en fait, mon père a passé le brevet de pilote privé alors qu'on habitait en Polynésie et je devais avoir 6-7 ans. Donc j'avais envie de voler. Et coup de bol, mon père a voulu voler aussi après. Et
en Polynésie, un coin sympa. Donc j'ai été mis dans un avion très tôt et dans des paysages assez sympas. Et puis ça s'est poursuivi. L'aviation légère, je connaissais comme passager. Il y avait la sélection à Avord que j'avais bien aimée. Et puis je faisais de l'aéroclub à Dijon en parallèle avec mon métier de pilote de chasse le week-end. Je passais mes week-ends à l'aéroclub avec madame qui a appris à voler là-bas. D'accord. Mais tu faisais de l'instruction à l'aéroclub? Je faisais pas de l'instruction, j'étais que pilote. Voilà, D'accord. Plaisir. Ok. Et j'avais commencé un peu de Cap 10 là, et puis ça me faisait marrer, quoi. Et puis le fait de rentrer à l'EVA me permettait de combiner pas mal de choses, la composante sportive, le fait d'être un peu plus fixe et d'avoir une vision à un peu plus long terme de ma carrière, une espèce de continuité un peu étendue. Parce que le métier d'Orsa, enfin de pilote suivant mon cursus, c'était tous les 2 ou 3 ans, on change de base, on change de métier, Alors j'avais été un peu frustré de quitter l'escadron de chasse dans ces conditions-là. J'avais beaucoup bossé pour avoir ma qualif de sous-chef de patrouille. Et à partir du moment où je l'ai eu, je représentais... L'escadron savait que j'allais partir comme instructeur. Donc ça l'intéressait plus trop de m'allouer des heures et des choses comme ça. Donc, l'avion était encore neuf, le nombre d'heures était encore un peu compté. Et donc j'en ai un peu souffert. Et c'est comme si on vous donne le permis de conduire et que d'un coup on chipe la bagnole. Ouais, voilà, la voiture terminée, ok. Donc après je devais y retourner. Et ça, j'attendais ça avec impatience. Et puis en 2000, je suis allé voir le championnat du monde de voltige. Enfin, madame m'a pris par la main et m'a dit on va à Toulouse, on va voir, c'est la dernière journée, le freestyle. Puis j'avais un copain de promo militaire qui était Eric Vazeille et qui est devenu champion du monde lors de ce championnat-là. Et en arrivant à Muret, on s'est garé, on est sorti de la bagnole. Et ma femme me dit, tu ne devrais pas faire ça, parce qu'il y avait un mec qui tournait en freestyle. Tu ne devrais pas faire ça. Elle me dit, si, je me verrais bien faire ça. Et une prospection pour l'équipe de voltige est passée dans les mois qui ont suivi. Ah ouais. Et j'y ai répondu. Et j'ai été pris. Et donc... Voilà, ça se fait comme ça. Enfin, j'y ai beaucoup réfléchi, parce que c'est un arrachement de quitter un avion de chasse quand même. En sachant, le contrat c'était comme ça, on ne pouvait pas y revenir. Et ça n'a pas été facile, mais bon. Après, tu t'es conforté dans les bons choix en tout cas. Mais en tout cas, voilà, ce qui est important, c'est de prendre, j'appelais ça prendre mes virages moi-même. Dans l'armée de l'air, j'ai fait à peu près tout ce que j'ai voulu. Et j'ai décidé de faire ça, je l'ai fait. C'est rare. Oui. C'est rare. Et c'est parce que j'ai décidé et je l'ai exprimé. Et, ça n'a pas été imposé, quoi. Non, j'ai volé sur ce que je voulais faire voler. Alors, il y a pas mal de questions qui arrivent. On va voir d'ailleurs une petite vidéo que j'ai calée et normalement... Alors déjà, je vais remettre la petite caméra là. Et on va voir la vidéo ensemble. Tu pourras peut-être nous aider à la commenter. C'est un entraînement. Oui, je le connais bien. Je me souviens bien l'avoir mis en image, ce vol. C'était dans une ville aux États-Unis qui s'appelle Newton. Bon, ça porte bien son nom quand on prend des jets. Et c'était un vol d'entraînement pour le championnat du monde, un des derniers vols d'entraînement pour le championnat du monde 2013 qui devait se dérouler aux environs de Dallas. J'ai oublié le... Oui, donc les avions avaient été envoyés là-bas pour la préparation, le remontage, etc., les réglages. Voilà, on est resté 10 jours vers Newton là, pour s'entraîner. Et puis voilà, c'était un vol inconnu. Donc le coach de l'époque, l'entraîneur Coco Bessière, chaque matin, chaque soir, nous filait un vol que l'on devait voler, que l'on devait faire le lendemain matin. Et donc c'est c'est pas comme en patinage artistique, parce que je sais pas s'il y a de l'inconnu en patinage artistique d'ailleurs. Mais là, on découvre en fait et on juge la capacité du pilote à mentaliser le vol et à le mettre en œuvre tout de suite. C'est le programme roi d'une compétition de voltige, c'est l'inconnu, parce que c'est vraiment lui qui permet de déterminer le degré d'expérience et de performance du pilote. Et voilà, c'est un vol qu'on a le droit de répéter mentalement, qu'on connaît, on a le droit de l'apprendre, bien sûr, mais on n'a pas le droit de... Oui, tu n'as pas le droit de le voler. On ne peut pas aller le voler en vrai. Donc en fait, c'est un one-shot. C'est un one-shot. Ouais. C'est vraiment un one-shot. Et donc là, on commande la roulette russe aussi, on peut tout perdre sur une petite erreur de secteur.
Hop, bah, vous voyez là, alors, on voit l'accélération. Donc, c'est 2013 là, tu dis? Ouais. Donc, bah, c'est l'année des championnats du monde. 2013. Bah oui, c'était quelques jours avant. Alors, hop. Et bonsoir, Acroca Cracotte. Hop, on enregistre la question. On va revenir sur vos questions dans un instant. Donc, vous avez vu l'entraînement. Et donc, cette année, comment tu abordes ces championnats ou, L'année de 2013 Ouais. J'ai intégré l'équipe en 2002. J'ai progressé rapidement de 2002 à 2005. 2005, un gros drame au sein de l'unité, dans la voltige française en général. Même, ça a impacté la voltige mondiale. Saint-Yan. À Saint-Yan, lorsque le Cap 232 s'est disloqué en vol lors du dernier programme de mon pote Jean-Mi. Et là, ça a arrêté l'activité de voltige militaire, en tout cas, pendant 2-3 bonnes années, quoi. Ouais. Mais j'ai continué un peu je me suis débrouillé pour pouvoir continuer moi-même, tout seul, beaucoup supporté par l'armée, quand même. Ouais. Il y a eu un arrêt de vol, d'ailleurs, des Cap 231. Ça signait quasiment la fin de... l'arrêt de vol complet ça a de... arrêté l'avion, en tout cas sa production, j'imagine. Ouais. Et voilà. Et 2013, je voyais ma retraite arriver, en fait. Et puis je stagnais. Alors je stagnais à un niveau acceptable quand même. T'étais déjà commandant de l'unité là? 2013, j'avais fini d'être commandant. T'avais fini, d'accord. Ouais, parce que je voulais pas cumuler les fonctions de compétiteur et commandant, ça ne m'intéressait pas. Voilà, je voulais me consacrer vraiment entièrement à ma préparation. Et on n'était pas encore... on s'entraînait tout seul. On avait bien sûr des semaines d'entraînement avec des entraîneurs pros, avec toute l'équipe de France d'ailleurs. Mais ça ne me satisfaisait pas parce que je progressais plus en fait. Et donc je stagnais entre 5 et 10 au rang mondial. Et je me disais, il faut que je trouve un truc à faire. Enfin, il faut que je mette en place une méthode qui me permettra de rien regretter le jour où je trouverai ma retraite. Alors bien sûr, là, pareil, le sommet de la montagne, c'est être champion du monde, mais ce n'était pas une envie irrépressible. C'était j'aimerais bien faire ça. Et il faut que je puisse quitter l'armée en me disant, je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et j'ai pris mes propres virages, mis en place mes propres méthodes. Et ce qui me posait problème, c'était précisément le programme inconnu. Et je me disais, j'ai peur de me perdre. Je me retiens parce que je ne peux pas tout lâcher en inconnu. Parce que si on lâche tout, si on se laisse un peu aller à l'euphorie, tout de suite, si on a une bulle, une perte de mémoire, on perd tout, quoi. Et donc j'ai énormément travaillé ça. Et en pratique, ce que j'ai fait, c'est les 2-3 dernières années de carrière à l'équipe de voltige, je ramenais des devoirs à faire à la maison le soir. Après une dizaine d'années de voltige et de stage, j'avais une bibliothèque de programmes inconnus épaisse comme ma main, quoi. Et donc, on s'en souvient pas. Donc, je pouvais les retravailler. Je pouvais retravailler les premiers, les retravailler comme des vrais inconnus en les décortiquant. Et je faisais 3-4 heures de boulot le soir, 2-3 fois par semaine, à bien travailler un inconnu, à l'apprendre par cœur, mettre en place des méthodes de mémorisation, d'apprentissage, de visualisation. Et c'est ça qui m'a permis d'être complètement à l'aise. Il n'y a pas de secret, on travaille sur quelque chose et ça se passe mieux après, normalement. Après, c'est de la répétition. Ça se passe mieux. C'est un peu ce que font, je dirais, peut-être pas les acteurs de théâtre, mais pour se souvenir de l'intégralité d'une pièce, en fait, ils en mangent. C'est ça, ils en mangent. Puis surtout, moi, ce qui m'importait de pouvoir mettre du sens dans ce que je faisais, de tout pouvoir relier. Je sais pas, la meilleure image qui me vient, c'est que si on adopte une seule méthode, par exemple pour un alpiniste, il n'a qu'une seule voie pour monter. Moi, je voulais relier les choses entre elles, relier le positionnement dans le box à l'environnement, au vent, à mes sens de rotation. Je voulais savoir piloter l'avion dans les deux sens. Beaucoup ne s'arrêtent qu'à un seul sens de rotation. Ils savent faire des tonneaux à gauche et ils savent moins bien les faire à droite. Quoi qu'il arrive, ils les feront à gauche. Moi, c'est pas ce que je voulais. Je voulais, si les juges sont à droite, je veux tourner à droite. Si les juges sont à gauche, je veux tourner à gauche. Si je suis face au vent, je veux pousser comme ça. Enfin, bref. Et je me suis mis à visualiser ce que je voulais faire. Et c'est compliqué à expliquer, mais moi, j'y arrive pas. Mais au lieu de penser à des mouvements de commande, là où s'arrêtent quand même beaucoup de voltigeurs modernes, et c'est ce qui les empêche d'aller plus loin, ils apprennent à marcher toute leur vie. Mais au bout d'un moment, quand on sait marcher correctement,
on met ça au service de quelque chose d'autre. On met ça au service d'un déplacement pensé, on veut aller quelque part. Au lieu de faire toujours le pas parfait, non, on se sert de ce qu'on sait faire pour faire autre chose après. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, je voulais me positionner dans le box, montrer mes figures le plus possible aux juges, pas être ni trop à droite, ni trop à gauche, ni trop haut, ni trop bas, devant eux, et toujours être en avance sur ce que je fais. Toujours aller là où je veux. Ouais. Voilà. Plan d'action, alors, Voilà. schéma mental du plan d'action à venir. Ne jamais subir le programme. Ouais. Quand ça va un peu vite, des fois, on est en train de gérer l'instant. Et ça, c'est pas bon. Ouais. Dès lors qu'on perd sa vision future, on est un peu... Tu te fais rattraper par l'avion, c'est ce qu'on dit. Hein. Ce qu'il faut pas passer derrière, Ouais, c'est foutu. Ok. Et est-ce que les méthodes que tu as mises en place là, c'est quelque chose que tu as pu transmettre après pour les suivants? Parce qu'on sait aujourd'hui que l'équipe, notamment le VAE, ils ont des résultats qui sont... Le VA maintenant, et puis ça va aller ça risque pas de s'arrêter parce que le sport est en déclin de toute façon. Et comme on le pratiquait à l'EVA de manière professionnelle et de plus en plus réfléchie, ça prend de l'avance par rapport aux concurrents sur le monde entier, quoi. Ouais. Et tout ce que j'espère, c'est que ça ne signera pas la mort du sport, parce que j'ai entraîné un peu des équipes étrangères et des gens qui m'ont souvent dit: qu'est-ce qu'on va aller se faire chier à passer nos vacances et notre fric loin de notre famille à s'entraîner à faire de la voltige si on sait qu'on va aller s'en prendre une en France, quoi. Ah oui, ouais, d'accord. Ouais. Ouais, donc c'est pour ça que ça m'importait d'entraîner quelques étrangers aussi pour continuer à alimenter le circuit. Oui, d'accord. Et d'ailleurs, amener du challenge, quoi. Voilà, je ne sais pas si tu as vu sur le net, mais le championnat du monde, maintenant, est baptisé par les concurrents étrangers, le championnat de France Open. Ouais. Dans les 10 premiers mondiaux, Ouais, il y en a la Français, moitié, ouais. Quasiment, ouais. C'est triste parce que c'est une discipline impressionnante avec une sacrée prise de risque. C'est vrai. C'est La vrai. prise de risque, Elle est calculée. du risque objectif, mais c'est pas plus dangereux que le ski ou. Ouais. Enfin, si on tombe de plus haut quand même, il y a plus d'énergie en jeu, c'est vrai. Objectivement, c'est plus dangereux, mais bon, ça reste quand même géré, quoi. Ouais. On va revenir sur quelques questions. Alors peut-être qu'on en a parlé entre-temps ou pas. Alors pourquoi les Émirats aujourd'hui? Parce que les compagnies françaises ne sont pas intéressées, ou c'est une histoire de salaire, d'envie, de métier? Moi, j'ai pas eu la chance d'être retenu pour un quelconque travail en France, ni même en Europe, hein, donc j'ai pris le premier que je trouvais. Ah ok, donc c'est comme ça en fait. C'est la continuité des choses. J'ai balancé un CV aux Émirats pour faire de l'instruction et ce sont eux qui m'ont répondu. Et donc voilà, c'est là que je me suis retrouvé. Voilà. Alors, autre question sur quelle base aérienne tu as évolué durant ta formation militaire et à quel moment de la formation? J'ai commencé par... la première, c'est Bretigny, la sélection. Hein, c'est la première base aérienne sur laquelle on met le pied normalement. Bon, ça dure une semaine dans la région parisienne. Ensuite, bon c'était à souvenir Avord. Ouais, c'est intéressant. Avord, dans le Cher, il me semble, hein, près de Bourges. Une grosse base qui existe encore. Où là, on faisait on faisait nos classes. Il y avait déjà l'école de transport. Ah oui, sur Xingu. Ouais. Donc là, on avait un mois de classe pour qu'on nous enseigne le fonctionnement d'un militaire de base, quoi, hein. Et ensuite, on faisait la sélection en vol, qui durait à peu près un mois aussi. Et à l'issue de ces 2 mois complets de formation, soit on était retenu, soit évacué, et on continuait environ 4 mois à Avord pour de l'instruction théorique de l'anglais. À l'issue de ces 6 mois au total, hein, ça doit faire ça à peu près. À Avord, on était envoyé à Évreux pour l'école des officiers de réserve. Ah ouais. Et donc là, c'était du militaire un peu pur et dur, quoi. Marcher, courir. Certificat d'aptitude militaire aussi, le tir, ce genre de choses-là? Ça, c'était au tout début, ça, il me semble. Ah, ok, d'accord. Ouais. Donc en fait, tu n'as quasiment rien fait de militaire pur et dur à Salon? Ah non, à Salon, non. Ouais, c'est après en fait que ça a été transféré là-bas. Moi, je ne suis pas passé par Salon. Les 6 premiers mois, pas vraiment de militaire pur et dur. Ça a commencé vraiment à Évreux. Ah ouais. Où là, on a fait les bourrins, quoi. Ouais. Mais ça dure pas très longtemps. Ensuite, on bascule tout de suite dans l'instruction en vol. Et là, c'est indiscutablement militaire, hein, mais pas comme on le voit dans les films. On n'est pas des commandos, quoi. Ouais. Ok.
Ensuite, voilà, pour continuer sur ce... j'ai fait Cognac environ 1 an sur Epsilon. Ensuite, je suis passé par Tours, environ 1 an. Et ensuite, Cazaux, quelques mois, pour ensuite revenir à Cognac comme instructeur pendant 3 ans, puis Dijon, et puis Salon de Provence, où j'ai fait 12 ou 14 ans. Ah ouais, donc c'était le fief, c'est le salon. Ouais. La Voltige, ouais. Ok. Dans quelle branche de population vous situez-vous durant votre jeunesse? Études, école militaire, ouvrier, cadre, etc. La branche de la population. Mes parents étaient profs, tous les deux. Donc, oui, donc pas d'accointance nationale. spécifique dans le militaire. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Par contre, c'est mes cours d'histoire qui... D'ailleurs, j'étais pas du tout intéressé par l'armée. Hein. J'aimais bien la forme des avions de chasse, la technologie des avions de chasse, des avions de guerre. Mais la guerre, c'était pas du tout mon truc. Le fait d'être militaire, ça me posait question, quoi. Et ça t'a pas posé des interrogations au moment où on passait justement devant les pilotes opérationnels, où ils venaient nous questionner sur l'intérêt militaire, pourquoi vous voulez être militaire, etc. Mais non, parce que le choix, c'est l'école qui m'a fait faire le choix. Hein. Les cours d'histoire, c'est regarder ce que font les hommes quand ils ont un peu de temps libre, ils se tapent sur la gueule, ils se créent des problèmes. C'est toujours d'actualité? Oui, de plus en plus. Je me suis dit, on n'emmerde pas? On n'emmerde pas les forts, en fait. Ouais. Et si moi, je suis jeune, quoi qu'il arrive, si un jour mon pays est en guerre, de toute façon, on viendra me chercher. Autant que j'aille me battre dans quelque chose qui me plaît, dans un environnement que j'ai choisi. Donc ça m'a beaucoup aidé à cette idée d'intégrer l'armée. Après, l'armée m'a pas plu immédiatement. Hein. Ouais. Mais j'ai appris à l'aimer et je pense l'aimer de plus en plus. Ok. Ouais. Je referai bien de la réserve avec plaisir. D'ailleurs, j'en ai refait un peu à Cognac. Ah. Et j'ai été vraiment agréablement surpris par les jeunes que j'y ai vus. Ouais. Ouais. Ok. Les élèves pilotes à Cognac m'ont vraiment... je ne les ai pas côtoyés beaucoup, mais ils m'ont vraiment fait plaisir. D'accord. Ok. Est-ce que tu regrettes les Alpha Jet? Les jeunes passent directement sur Rafale aujourd'hui. Alors oui, c'est un peu plus complexe parce qu'ils passent par le PC-21, puis le Rafale. Est-ce que c'est des avions, toi, que tu aurais voulu faire ou... Oh oui, j'excluais pas l'idée de faire du Rafale un jour, avant de basculer vers le VA. Hein. Ouais. D'ailleurs, quand je suis rentré dans l'armée, c'était l'idée que j'avais des chances de terminer sur un Rafale. J'avais des chances, c'est ça, c'est exactement comme ça qu'il faut le dire. Ouais. Et je regrette pas vraiment. Je sais ce que c'est qu'un avion de chasse avec un réacteur qui pousse, je connais l'expérience. Après, c'est toujours intéressant de se confronter à quelque chose de nouveau. J'ai fait de l'avion à écran, hein. J'en avais 5 dans le Tiré-5, donc très tôt, alors que c'était pas encore... vraiment largement sur le marché, ce type d'avion. J'ai eu de la chance d'en faire. Mais maintenant, c'est toujours fabuleux de pouvoir de gérer la puissance et de conduire ces machines, tout bêtement. Hein. Et ça m'a toujours étonné, en fait. Ouais. Je me rappelle très bien de descendre du 2000 à Dijon, après ma mission, marcher sur le parking, voir des 2000 garés. Et à haute voix, je me disais, putain, quand je suis grand, je veux faire ça, quoi. Ouais. Ok. Mais c'est bien, hein. En fait, moi, ce qui me frappe dans notre échange depuis le début, là, c'est cette vision que tu as d'être toujours un cran en avance sur tout, quoi. Sur ta vision, ton positionnement, ton avenir. Tu as un cran d'avance. Je l'appelle pas comme un cran d'avance, moi. Enfin, moi, je le ressens pas comme ça. Je sais ce que j'aime, je sais que dans certains domaines, j'ai des chances d'être performant, je sais que dans d'autres, ça n'a aucun intérêt pour moi, je sais ce qui m'intéresse ou pas. Ça, on peut appeler ça, c'est se connaître, c'est peut-être, on peut appeler ça un cran d'avance, quoi. J'ai de la chance de me connaître. Ça manque à pas mal de gens pour faire leur choix et leur... Quand je parle à mes filles, mes enfants, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire... Je trouve ça un peu triste, quoi. Alors, ça va mieux, ils arrivent à se décider, mais ils ont... Ou alors des gamins qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire à l'âge de 10 ans, au collège, au lycée, on ne sait pas, alors ils choisissent des filières. Bon. Il faut vouloir faire quelque chose, quoi. Il faut savoir ce qu'on aime, il faut savoir ce qu'on n'aime pas aussi. On a le droit de ne pas aimer des choses, hein, mais... Puis il faut être réaliste un peu. Ouais. Et puis après, il faut se concentrer, il faut se donner les chances aussi. Faut y croire. Il faut avoir de la chance, mais il faut se les donner aussi. Oui, ça n'arrive pas tout cru, quoi. Voilà, ça n'arrive pas tout cru. Après, il y a une partie sur les... Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas de levier. Hein. Moi, j'ai de la chance, par exemple, d'avoir été
à l'époque où j'ai passé la visite médicale, en bonne santé. Il y a des tas de gens qui étaient parfaitement compétents, sympas et tout. Bah, il leur manquait un dixième, c'est terminé, quoi. Ouais. Donc ce genre de choses, on n'a aucun levier dessus. Mais il faut au moins essayer. Ouais. Sinon, après, Et tant que ça passe, ça passe. Ouais. Tant qu'on ne se tord pas la cheville sur le chemin qui monte, on continue, quoi. Mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets, souvent ce qu'on dit. Ouais, tout à fait. Vince, qui pose cette question, évidemment, elle devait arriver. Hein. Est-ce que tu n'as pas eu l'envie d'intégrer la patrouille de France? Alors non. Ah ouais. Non. Et c'est pas du tout... généralement, quand je réponds ça, on est très vite taxé de jalousie ou de... Mais pas du tout. Moi j'adore ce qu'ils font. J'ai connu un certain nombre de pilotes qui ne voulaient pas forcément entrer dans la PAF. Hein. Ouais. Non, moi, ça ne m'intéressait pas. J'aime bien ce qu'ils font. C'était des bons copains. D'ailleurs, la Voltige ou la PAF, c'était la même unité. Mais moi, au même endroit. J'étais beaucoup plus attiré par le fait de travailler seul en l'air et de me produire seul. Mais non, ça ne m'était même pas venu à l'idée, en fait. Mais est-ce qu'à l'époque, vous ne faisiez pas déjà des vols synchronisés? Ah non, la Voltige Synchro, c'est moi qui ai eu l'honneur de la mettre en place. Ah ben voilà, on va pouvoir en parler. Enfin, pas de l'inventer, parce que quelqu'un y avait pensé avant moi, mais on m'a proposé de monter le truc à l'occasion de Marseille. C'était quoi l'année de la culture à Marseille ou quelque chose comme ça. Et voilà, donc... C'était la question, tu vois, de Philémon qui dit, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus du vol en équipe? Le vol en équipe, qu'est-ce que ça veut dire? On peut voler seul et en équipe. Ouais. Ce qu'on faisait au Red Bull, par exemple. Hein. Le vol. Alors j'imagine que comment il s'appelle? C'est Philémon. Philémon, il entend par là le vol à plusieurs en formation. Bah, c'est un outil que le pilote militaire maîtrise de toute façon. Le vol en formation, c'est tout à fait naturel. Après, se produire en spectacle, c'est beaucoup plus poussé, beaucoup plus pointu, et ça demande un vrai entraînement, et ce qu'ils font, c'est vraiment du sérieux, quoi. Mais j'ai pas plus d'expérience que ça en vol en formation. Je sais faire des choses basiques à 2-3 avions. Et comment, en fait, le projet est arrivé? Comment tu t'es dit, ok, comment est-ce qu'on met en place? On se briefe, on construit un programme? Oui, là, c'était... Enfin, à l'époque, quand je l'ai mis en place, ça passait essentiellement par la radio, et on avait la chance à l'équipe de Voltige d'être à peu près tous standardisés sur les manœuvres, les figures, et on faisait à peu près les mêmes trajectoires naturellement, individuellement. Donc il n'y a pas eu trop de problèmes pour calibrer les trajectoires entre nous. Par exemple, quand on tire une ressource, on la tirait tous naturellement à 7G, donc on avait les mêmes rayons de virage, les mêmes choses. Mais c'était pas du vol en formation, c'était vraiment deux unités synchronisées. C'est pas un dispositif de 2 unités qui n'en font plus qu'un. Donc ça passait beaucoup par la radio, concevoir des figures qui naturellement s'écartent l'une de l'autre lorsqu'on se perd en visuel, reviennent naturellement l'une vers l'autre avec des positionnements dans un maximum de sécurité. Voilà, ok, d'accord. Ok, et donc Acro-Cacracotte qui pose cette question, quel est ton plus beau souvenir? On va parler de la carrière militaire déjà dans un premier temps. Ouais, plus beau souvenir. Le lâcher Alpha Jet peut-être. Ah ma vie dans l'armée est mon plus beau souvenir. Ça peut se résumer comme ça. C'est pas les championnats du monde? Non. Non. Ah non, les championnats du monde, c'est pas du tout mon plus beau souvenir. Non. Ok. Je dirais même que bon, après cette année 2013 où j'ai refait un championnat d'Europe, c'est nettement un meilleur souvenir. J'ai pas fait premier, j'ai fait 3e. Mais c'est un bien meilleur souvenir que les championnats du monde. Ah ouais? Les championnats du monde, j'étais épuisé. Ah ouais. Et je ne l'ai même pas célébré avec les autres. Hein. Je suis allé me coucher. Et... Ah ouais? Ouais, je n'ai pas fait la fête. Non, c'est passé. Je me rappelle de ce que je me suis dit au moment où j'ai lu les résultats. C'est authentique. Hein. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. J'ai vu les résultats, la feuille des résultats, je me suis vu en premier et je savais que si je me voyais en premier à ce moment-là de la compète, on ne pouvait plus me passer devant. Ouais. Et je me suis dit, tiens, le travail paye. J'ai plié le papier et je suis allé discuter sans doute avec... je suis allé donner mon blouson de vol à Coco Bessière. Je lui avais dit, si je gagne, je te donne mon blouson. Donc j'ai fait mon blouson, puis après je suis allé dormir dans la voiture, je pense. Ah oui, d'accord. Ok. Non, mais
ne gâchons pas notre plaisir, hein. J'étais heureux et fier, mais c'est pas le meilleur souvenir. Mon meilleur souvenir, c'est le lâcher Alpha Jet, par exemple, où là, bon, j'ai un amour inconditionnel pour cet avion. Tous les lâchers avions, le lâcher 2000 aussi, mon premier lâcher, le lâcher Epsilon, n'est pas un souvenir, c'est pas une information saillante comme on pourrait le... Je m'en souviens, mais je dirais que la formation était tellement bien faite que c'était une continuité. C'est une continuité. Un jour, l'instructeur dit tu vas seul, ils sont parfaitement prêts, il n'y a pas de... Et ça reste un avion, comment dire, pas exceptionnel. Alors que la première fois que j'ai lâché Alpha Jet, je me vois tourner autour, faire le tour avion seul, je me dis merde, c'est quand même moi qui vais faire voler ça. C'est incroyable, l'avion il a une autre dimension, quoi. Les ailes, elles passent au-dessus. Et puis le 2000 aussi, parce que là on sait que la vie commence, quoi. La vie à Mach 2 va commencer. Pas souvent, mais... Comment est-ce que toi tu vois l'évolution, parce que là on parlait tout à l'heure de la patrouille de France, l'Alpha Jet, qui est encore la figure emblématique de la PAF, mais on sait que d'ici 10 ans, beaucoup de gens disent que ça va être fini. Donc, est-ce que ça va être une page de l'armée de l'air qui va se tourner ? Probablement, ouais. Puis elle se tourne vite, j'ai l'impression, en ce moment. Bon, parce qu'on ne sait pas par quoi ça va être remplacé, en tout cas. Par le PC-21, il me semble que c'est le... Après j'ai fini de me poser Je ne me pose pas de questions, c'est plus mon affaire, quoi. C'est plus mon affaire. Non, mais voilà, je prends l'info avec plaisir, mais je fais pas de recherche, je m'occupe pas de ça. Maintenant, je me consacre à mon nouveau job, en fait, et ma nouvelle vie. Ouais, en fait, ce qui est passé, hop, ça y est, on a fermé le bouquin et place au chapitre suivant. Voilà, je reviens. Par contre, je suis un très très grand nostalgique. Je reviens, moi, quand je retourne sur les bases aériennes, quand je ressens les odeurs, le masque, un anti-G, je me mets à pleurer. C'est pas une blague. Ouais. Quand je revois un Alpha Jet, si je me réinstalle dedans, j'aurai les larmes. Mais pareil pour l'Epsilon. Émotif un peu quand même. Sensible. Ouais, sensible. Émotif, plus sensible qu'émotif. Ok. Et quelle était ta plus grosse frayeur ? S'il y en a eu une. Il y en a quand même plusieurs, mais pour vraiment que la frayeur s'installe, il faut avoir le temps de réaliser. Il y a plein de choses qui se passent quand on est 1 contre 1 et que chacun va à 1000 km/h. Les dangers qui s'installent, ils ne restent pas longtemps. On les paye tout de suite ou on en réchappe et on n'a pas le temps vraiment d'engraver la frayeur. Là où j'ai eu peur de mourir, c'est arrivé une fois, c'est après l'événement. L'instructeur voulait me montrer quelque chose à Tours, et il a pris les commandes, il est descendu dans une vallée, et il a mangé une ligne haute tension, et j'étais en place avant. Donc, boum, en fait, c'est très grave. Et les quelques secondes qui ont suivi, où je me demandais s'il était mort, si moi-même j'étais mort, alors j'ai déjà eu une première satisfaction à ce moment-là, je me suis dit putain, ça marche bien le conditionnement quand même. Parce que tout de suite, après le choc, je me voyais en train de faire des checks, mais même sans y penser, c'était pas conscient. Je checkais des paramètres, les tableaux de panne, j'avais repris les commandes, j'essayais de me mettre en montée. Et quand il m'a répondu qu'il était toujours là, j'ai été content. Et vous avez tiré là, vous êtes remonté il n'avait pas lâché les commandes, mais il ne me parlait plus. Lui, il était plus surpris que moi. Moi, j'avais vu arriver les câbles 1 dixième de seconde avant. Alors, pendant ces quelques minutes, là, entre la collision et le déroutement à Nantes, je suis passé par tout un tas de sentiments, vraiment. Le danger passé. De la satisfaction au début, j'ai pas paniqué, je suis pas devenu fou, j'ai appliqué mes trucs et je trouvais ça beau en fait. Je me disais, ça marche ce qu'on nous enseigne, quoi. Bon, après je me suis laissé aller à un petit moment de fantaisie parce que j'étais en décapotable, j'étais en torpedo, j'avais plus de... en effet. Et comme j'ai l'esprit un peu Tex Avery, mon monde c'est ça, c'est un peu un monde un peu loufoque où... je me suis surpris à mettre le coude à la portière. Pas longtemps, parce que ça m'a fait regarder ce qu'il y avait. Et j'ai vu l'aile complètement détruite, à gauche. Et donc, là, j'ai tout rangé. Et, après, on a discuté très sérieusement de ce qui se passait. Tout ça, ça a l'impression de prendre du temps, mais ça se passe c'est très rapide. Secondes,
Et ensuite, pendant 10 minutes, là j'ai vraiment eu le temps de savourer d'anticiper ma fin probable peut-être. Parce que là, le câble avait arraché la poignée d'éjection qui pendait dans mon dos et je ne savais pas où en était la séquence. À quel point le siège allait partir. Ah ouais, ça pouvait partir à tout moment en fait. Et ça, on ne savait pas. Et je me disais, je me vois entrer en dernier virage à Nantes, c'est l'instructeur qui pilotait. Hein. Je me voyais me dire, bah voilà, c'est vendredi soir, je devais partir en week-end, je venais d'acheter ma bagnole. Oh ouais. Et je vais mourir aujourd'hui. Ah ouais, en effet. Voilà, donc ça c'est des moments où j'ai eu peur, mais où il n'y a rien à faire, quoi. On peut juste tu subis en fait. Peur, et puis espérer que tout se passe bien. D'accord. Après des frayeurs ponctuelles, des vrilles qui sortent pas, ça a dû arriver 2 fois, mais j'avais pris les précautions pour. En essayant un nouvel avion, on ne le connaît pas, donc on se met un peu plus haut, et puis la frayeur, elle est... D'ailleurs, j'ai vu une vidéo, tu parles justement d'essayer de nouvel avion et tout ça, j'ai vu une vidéo de toi sur un Nora intégral. Ah oui, ouais. Il y a une vidéo qui tourne d'ailleurs, vous pouvez taper, et vous verrez François aux commandes. Ouais. Il est bien cet avion? Oh bah ça faisait longtemps que j'avais pas fait de voltige, je pense qu'il fait le job, ouais. Correctement. Futur, digne remplaçant du Cap 10? J'espère. J'espère. Mais pareil, le Cap 10, c'est un avion absolument fabuleux. Hein. Mais pour vraiment apprécier un avion à sa juste valeur, il faut voler dessus. Hein. Je ne demande pas mieux que d'en faire plus, mais bon, j'ai pas le temps. Ouais, après, c'est ça. Il faut le temps, il faut peut-être aussi les budgets. Merci. Hop, un abonnement. Merci Lolo Radar. Merci beaucoup. Allez, encore une petite question de la commu. Toc, elle est où? Elle est ici. Hop, mettre en avant, enregistrer le message. Tac, voilà. On va la mettre ici. Hop, voilà, là. Quel est ton avion préféré? Là encore, moi, j'ai pas de réponse. J'ai pas un avion préféré. Et pour faire quoi? Ah, ça, c'est une vraie question. Pour faire la guerre, pour faire de la défense aérienne, j'ai adoré le Mirage 2000. Franchement, mais j'ai aucun doute, si j'essayais le Rafale, je préférerais le Rafale. Hein, parce que le but, c'est d'être à l'aise dans son avion et de déquiller l'autre sans se mettre en danger. Donc, il faut le meilleur outil. Donc, ça serait mon avion préféré. Après, esthétiquement... Alpha Jet, avion de cœur, on va dire. L'Alpha Jet, je lui faisais des bisous sur le nez, moi, l'Alpha Jet. Parce que c'est un bel avion, il est sympa comme tout. Je suis pas fétichiste, hein, je n'ai pas plus d'affection que ça pour les objets. L'Alpha Jet, c'est l'exception à la règle. J'adore tout dans l'Alpha Jet. Il m'a sauvé la vie quand il était abîmé d'ailleurs. Voilà, très très fiable, très, très sympa. J'adore son bruit, j'adore son odeur. Beaucoup d'affection pour l'Alpha Jet. Après, j'ai aimé l'Extra 330 comme outil de voltige. J'ai adoré l'avion. Il n'y a pas mieux à l'heure actuelle. D'ailleurs, ça risque de durer longtemps, hein, parce que en termes d'homogénéité, on dit friendly user, mais je ne sais pas comment on dit en français. Friendly user. D'accessibilité, c'est un avion qui aide à gagner, tout simplement. Et puis d'ailleurs, ça se voit dans les résultats. Hein, c'est l'outil idéal. Après, comme avion de voyage... J'adore les avions de voyage, j'aime beaucoup les Cessna. Mais voilà, j'aime les Cessna pour voyager, parce qu'on est bien dedans, parce que j'y emmène mes enfants, on y va avec madame. Voilà, c'est un bel avion. J'ai pas de... Et c'était un Edge que tu avais? J'avais un Edge, je n'aimais pas particulièrement l'Edge. Ouais, sans plus. Non, je l'aimais bien pour faire la course. Ouais. Mais... Pas plus d'affection que ça pour l'avion, non. Ok. Bon, c'était bruyant, c'était sans arrêt en panne, sans arrêt à régler. Ouais. Ok. Justement, on va en parler de cette phase suivante où tu quittes le milieu militaire et derrière les Red Bull Air Race. Comment est-ce que tu as découvert cet univers-là et qu'est-ce qui t'a donné envie de dire allez, j'y vais aussi? Alors, j'avais postulé une première fois en 2008, parce qu'à ce moment-là, il me semblait opportun de quitter l'armée pour faire autre chose, parce que je progressais plus, je me voyais pas. J'avais participé à un camp d'entraînement, qui s'était bien passé d'ailleurs, hein.
Et puis il m'avait dit on garde ton nom. Voilà. Donc c'était des formes de sélection, quelque Ouais, part. C'est des sélections, ouais. Bon, il m'avait décerné la licence, hein, Ah oui. mais en tant que... J'étais sur les listes, quoi, sur les bancs de touche. Et ça s'est arrêté en 2010, il me semble, à Red Bull, une première fois. Donc, je me suis dit, là, c'est mort, de toute façon, je prends de l'âge. J'étais resté dans l'armée parce que les compagnies n'offraient plus rien, il y a eu le crash. Ouais. Et j'avais décidé de quitter l'armée en 2008. Mais j'y suis resté parce qu'il y a eu cette crasse. D'abord, j'ai pas été pris chez Red Bull et il y avait les subprimes et toutes les compagnies s'effondraient, il y avait de la place nulle part. Et ils reprenaient tous ceux qui étaient évacués des autres compagnies. Ouais. Aucune chance pour moi, donc je suis resté dans l'armée, ce qui m'a bien servi et ce que j'ai pas regretté. Hein. Et donc je connaissais un peu les gens qui y gravitaient, je connaissais et puis en 2013, lorsque j'étais aux US pour ce championnat, ils avaient l'intention de réouvrir le circuit. Et j'ai été recontacté là, en fait, à ce moment-là. Et puis j'ai fait à l'issue des championnats du monde, je suis allé faire un camp de sélection pas très loin de Dallas. Et puis j'ai été retenu là comme challenger. Ouais. Donc on n'avait pas monté d'équipe, on était juste Juste pilote. C'était les avions de Red Bull qui étaient... C'est ça. Donc c'était absolument idéal pour moi, j'ai adoré cette période parce que rien à mettre en place. Hein. Je pouvais continuer mon métier militaire en la dernière année, parce que je pouvais faire ça à condition que j'en sois à la dernière année de mon contrat. Ouais. Et voilà, 2014. Et 2015, ils m'ont appelé quelques heures après 2014, ils m'ont appelé quelques heures après ma retraite. Ok. Et comment on vit finalement quand on met en place un dispositif comme ça pour faire ce genre d'activité? Ça demande... c'est un rouleau compresseur à mettre en place. C'est pas très dur à mettre en place puisque j'ai réussi à le faire. Moi, je suis pas du tout... j'ai rien d'un businessman ou d'un entrepreneur démesuré. Hein. Ça s'est fait très simplement. Si on fait appel aux bonnes personnes, ça se met en place très simplement. Ouais. J'ai pas tellement aimé, j'ai l'air de cracher dans la soupe. J'ai adoré le sport, qui était le Red Bull Air Race. J'ai pas aimé l'environnement dans lequel ça se déroulait. C'est pas une expérience très, très agréable. Médiatiquement parlant, ou les relations entre les équipes ou les concurrents Je te disais au début de notre rencontre là, que j'aimais mettre du sens dans ce que je faisais. C'est ce qui, pour moi, c'est le moteur. Hein. Si je trouve pas de sens, si j'arrive pas à expliquer pourquoi je fais ça, et ce que ça m'apporte, ce que ça apporte au-delà de ma propre personne, hein, j'aime bien me sentir quand même un minimum utile, quoi. Ouais. Et d'apporter ma pierre à l'édifice. Si c'est pour moi, juste pour moi, ça m'intéresse pas tellement, en fait. Enfin, ça m'intéresse plus. Ça m'intéressait quand j'étais jeune, à assouvir mes propres besoins, voilà. Mais j'arrivais pas à comprendre où ils voulaient en venir. J'avais du mal à trouver des sponsors. Probablement parce que je laissais pas paraître un enthousiasme démesuré pour le truc. J'ai pas aimé. C'était rien d'autre que de la pub pour de la boisson quand même. Ouais. Ça, il faut le garder en tête. Hein. Je faisais de la pub pour un mec qui gérait bien son affaire, mais qui nous laissait que peu de latitude. Et puis qui se prenait... L'environnement se prenait vraiment trop au sérieux. Ah ouais. Et ça me convient pas. Ouais. On peut être sérieux, mais il faut pouvoir aussi rigoler de choses et d'autres et dénoncer la stupidité des choses sans être... Là, c'était pas possible. Là, c'était voilà. Moi, j'ai fait mon saut du militaire dans le civil comme ça, et je pense pas que ça a été la meilleure expérience de ma vie. D'accord. Bah, c'est bien d'avoir l'honnêteté de le dire et puis de le pointer, parce que c'est vrai que souvent, on n'a qu'une vision médiatique, en fait. Ah bah ils le rendent glamour le truc, hein, mais l'envers du décor n'est pas du tout ce qu'on peut voir à la télé. Hein. Et les relations avec... C'est pas terrible, hein, c'est pas l'enfer non plus. Hein. Ouais. Moi, c'était pas l'enfer, mais j'ai pas apprécié. Ouais. Même les relations avec d'autres pilotes, parce que je pense par exemple à Paul Bonhomme qui a été une figure de la compétition. C'est mon ressenti, c'est vachement personnel parce que les autres ne le prennent pas comme ça probablement. Moi, cette frustration par rapport à ce sérieux démesuré que semblait être cette affaire, moi je ne l'ai pas ressenti comme ça. C'était un job inespéré pour faire du cirque, pour prendre un petit billet au passage et puis aller faire ce qu'on aime, voler entre des pylônes à basse altitude, c'est notre fantasme à tous. Hein. Et en fonction de notre culture, moi j'étais militaire, je ne prétendais pas...
il y avait des entrepreneurs américains qui vivaient de ça, eux. Et eux, ils n'ont pas du tout la même approche. Pour eux, c'est très sérieux. Il faut qu'ils fassent du fric, beaucoup de fric. Ils n'étaient jamais contents des contrats, jamais contents de... Moi, j'étais tout à fait satisfait de ce qu'on me filait. Et puis voilà, ça aurait pu durer comme ça. Et voilà, chacun son point de vue. C'est pas le mien le vrai, hein, mais c'est comme ça que je l'ai vécu, moi. Donc, Challenger, tu fais les compétitions, tu gagnes, en fait, tu finis numéro 1 du classement. Non, je ne l'ai pas gagné. J'ai gagné les 3 premières courses. Et après, il s'est passé des choses bizarres. On ne gagnait plus rien avec les... Ah, ok, d'accord. Ouais, donc ils ont modifié un peu le... J'avoue que c'est une question que je me suis posée. Et c'est ce que m'a dit un des entraîneurs à l'époque. Ok. Il m'a dit, je ne comprends pas pourquoi toi et Daniel, vous faites plus de score. Ok. Ça restait là. Ouais. Bon, en tout cas, la masterclass s'ouvre à toi. Ouais. Et donc là, il va falloir trouver un avion, il va falloir trouver une équipe. Et voilà. Et comment ça se met en place tout ça? Dans la précipitation, parce que la dernière course des Challenger, et là où on annonçait qu'on était recruté dans le circuit, c'était en octobre, il me semble, et il fallait que tout soit prêt avant la fin décembre. Ouais. Donc moi, je sais que je me suis vu la proposition de racheter l'avion de Mike Goulian. Je savais que c'était une daube parce que l'avion, toute la saison, il avait fait dernier. Mais c'était le seul moyen pour moi. Et puis j'avais pas le fric pour acheter. Ouais. Donc Red Bull m'avait fait l'avance pour payer l'avion, etc. D'accord. C'était pas très cher. Et donc j'ai trouvé l'avion. Après, j'ai trouvé mon pote Philippe à Candillard, là, qui a fait la première année mécano pour moi. J'avais trouvé Anthony Pecci, le photographe, qui faisait mon team coordinateur. Ça s'est fait très vite et puis on a démarré comme ça. Vraiment un petit artisanat, quoi. D'accord. Alors, hop, je vais mettre ça et on va mettre en arrière-plan, justement, la vidéo. On va le voir. Où là, on est... on te voit passer, c'est en Hongrie, ça? Ouais, voilà. On vient de passer sous le pont et on attaque tellement du parcours. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment est-ce que tu t'entraînes à faire ce genre d'épreuve? Alors là encore, ça a été une quête... on ne s'entraîne pas, en fait. Parce que comme le circuit est mondial, les avions sont déplacés régulièrement de spot en spot. Et ils sont déplacés par container, et donc l'avion, on y a très très peu accès. Et lorsqu'on y a accès en fin de saison, c'est pour une durée très très réduite. Et généralement, on bosse dessus, on le révise, donc on vole. Moi, j'ai très peu volé pour m'entraîner, en fait. Mais pourtant, il faut mentaliser tout le parcours. Oui. Après, c'est un sport qui prend Je m'attendais à retrouver quelque chose comme la voltige, mais pas du tout. Là, la dimension sportive, elle s'étend dans plusieurs domaines. Il faut être un bon businessman, il faut bien un bon gérant d'équipe, un bon gérant de société. Moi, j'avais pas là, vraiment la motivation pour faire ça. J'ai fini par m'entraîner. J'avais pas de levier, j'avais pas de fonds, j'avais pas de sponsor pour développer mon avion. Je me suis dit, la seule chose sur laquelle je peux m'entraîner, c'est moi. Ouais. Et bon, je vais faire travailler mon ciboulot, comme je sais le faire. Ça va payer en voltige, ça va payer là. Et je me suis monté un simu avec X-Plane, avec l'aide d'un copain qui bossait bien là. Il faisait de la simulation pour les militaires, lui. Donc il m'a conseillé, on s'est monté un simu en réalité virtuelle. Il m'a appris comment télécharger les environnements, retracer les pistes. Et puis je m'entraînais de manière très professionnelle, j'avais que ça à faire. Dès qu'on recevait le tracé des pistes de la part de Red Bull, ce qui venait à peu près 15 jours avant, entre 15 jours et un mois avant, on avait le format de la piste, avec les coordonnées des portes, leur cap. Je montais tout ça sur l'ordinateur et chaque matin, je me programmais 3 heures de boulot. J'appelais ça du boulot parce que j'y allais pas avec... plus de plaisir que ça, quoi. Je savais que pendant 3 heures, j'allais refaire toujours la même piste, prendre des notes, me mettre des scénarios en place avec le vent qui vient d'ici, le vent qui vient de là. Et tout ça pour interagir avec le vrai environnement. Et c'est une méthode qui marchait très bien. Pour moi, ça a marché très bien. J'ai vraiment progressé. Enfin, mes résultats se sont nettement améliorés à partir du moment où j'ai mis ça en place. Ouais. Et je ne pouvais pas travailler sur l'avion. Donc, mon avion n'était pas le plus rapide. Et ça, c'est quand même... à titre d'exemple, je crois que le japonais, la dernière saison, moi j'ai rien dépensé, j'avais décidé que c'était terminé, que je dépensais plus d'argent dans le développement de l'avion.
Et le Japonais avait mis 1 million d'euros dans son... Ah ouais, dans son oui, avion. ouais. Donc il y avait quand même Tout un ça écart. pour faire 2 secondes de plus, Ouais. 2-3 secondes de plus, mais 2-3 secondes linéaires, c'est-à-dire que son avion, s'il faisait 5 nœuds de plus, Ouais. et ben 5 nœuds de plus, c'est 2 mètres par seconde en gros, 2 mètres 50. Et ça, sur 1 minute, 2 mètres 50, Ouais. pendant 1 minute, ça fait 150 mètres. Ouais. Donc, Donc ça joue sur on peut rien faire à part être meilleur en trajectoire, être plus préparé dans ce qui va venir, dans la vision de l'environnement et capable de s'adapter sur l'instant, plutôt que de faire confiance à son moteur. Donc en fait, les résultats dépendaient de l'argent injecté dans la compagnie, un peu comme en Formule 1 d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'était la Formule 1, ils voulaient en faire la Formule 1 des airs, donc c'est sûr que quand le moindre kilomètre-heure gagné, il donne l'avantage. Est-ce que justement c'est la grosse différence avec les Challengers, où là par contre tout le monde avait le même avion? Alors tout le monde était, tout le monde avait le même avion, et puis le niveau d'expertise était moindre. Ouais. Donc la capacité de progression du Challenger, elle est quand même plus forte. On progresse plus quand on part de zéro que quand on a atteint un certain niveau. Donc là, la composante humaine était nettement plus mise en avant. Ouais. Okay. Après, on était étonnés en Red Bull de voir il y a des gens qui quand même pilotaient dur, pas très propre, avec des trajectoires quand même qui montaient, qui descendaient, qui s'étaient vachement heurtés, et pourtant ils avaient des temps incroyables. Ils disaient comment il peut faire ça, quoi. Ok. Est-ce que tu as un souvenir qui te reste justement de cette époque-là, ou allez, on va dire un souvenir d'agréable, parce que il me semble que tu as fait un podium à Dubaï. Oui. Ouais, dans de drôles de conditions, mais ça c'est de la chance, ça. Ah. Et ça, bon, c'est pas un souvenir agréable, mais c'est un fou rire à moi tout seul dans l'avion. Ok. Parce que j'étais en l'air en circuit d'attente quand mon concurrent tournait. Et puis j'ai un tendance, j'avais réglé mon avion, c'est-à-dire j'avais réglé mon moteur pour que les températures soient optimisées, ma richesse, mon mélange. Et là, c'était ce réglage-là de course, parce que j'allais y aller. C'est pas un bon réglage pour l'avion, c'est pas ce qui aide à sauver le moteur ni à... Et lorsque j'ai entendu la radio qui était disqualifiée, instinctivement tout seul j'ai tout remis la richesse en avant pour faire refroidir le moteur et tout. Je me suis dit, c'est gagné. C'est bon, c'est fait. Et quand je me suis vu faire ça par réflexe, ça m'a fait rire. Je me suis marré pendant... Ok, d'accord. Ok. Bon bah écoutez, on a fait pas mal, on a fait un bon petit zoom sur le parcours global. Ouais, j'imagine, ouais. Alors, parler de choses, quoi. Ouais, et demain, justement, qu'est-ce que tu prévois de faire? Comment tu vois l'aviation dans 5 ans, 10 ans, avec toi, sans toi, d'une autre manière, d'une autre forme? On parle de drone, on parle de plein de choses. Ça, c'est une inquiétude que j'ai, c'est que c'est une des seules choses qui m'intéresse, en fait. Ouais. Je vois pas faire mon métier d'autre chose que le fait de voler en plus. Être un décideur dans l'aviation ou un théoricien de l'aviation, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est être dans l'avion et voler, faire quelque chose, quoi. Et piloter. Pas appuyer sur des boutons ou... Ça, non, ça, je pourrais m'en accommoder à partir du moment où c'est au service de quelque chose. Comme toujours, les recrutements de compagnies aériennes m'ont dit « Mais vous, avec votre CV, vous allez vous ennuyer dans un cockpit. » Ils n'ont rien compris, en fait, à ma manière de travailler. Moi, si je suis dans un cockpit d'avion de ligne, je fais le boulot de pilote de ligne. Ouais. Le sens que j'y donne, c'est d'abord d'être émerveillé, de pouvoir jouer avec la planète entière comme ça, de partir d'un aéroport, arriver à un autre après avoir fait le tour de la Terre, correctement, en respectant des timings, en surveillant les sites, tel que ça doit être fait. Quand j'étais chasseur, je faisais le boulot de chasseur. Est-ce que ça, c'est pas l'importance de la mission, justement? Il y a que ça d'important, j'imagine. Ouais. Il faut être là pour les bonnes raisons. Le métier d'un présentateur, c'est de faire une présentation correcte, d'être un bon ambassadeur. Le métier d'un chasseur, c'est de faire son métier de chasseur. Et la mission importe. Sinon, la mission, c'est la direction vers laquelle on va, c'est le but. Si on n'a pas de but, on va n'importe où. On est nulle part. Ouais. Il y a un côté perfectionniste aussi, de se dire on va faire du mieux possible avec les moyens dont on dispose. C'est ma manière à moi de pouvoir me lever, de me regarder dans la glace le matin en me disant je vais essayer de faire le mieux possible. Pas pour tout, il y a des choses pour lesquelles je sais être très laxiste et c'est un gougnafier, quoi, mais c'est pas des choses qui vont changer ma vie. C'est pas grave.
Ouais. Si je suis pas parfait là, ou alors si je suis laxiste ici, si je nettoie pas la cuvette des toilettes une fois, bon, je m'en accommoderai. C'est un exemple concret. Non, mais pour ça, oui, Ouais. ça, j'aimais que les choses soient bien faites. Ok. J'imagine que c'est important. Hein, Il y a cette question que j'ai vue. Quel message voudrais-tu donner aux jeunes? de se servir de leur ciboulot. Et ça, c'est une frustration que j'ai eue chez Red Bull, par exemple. Je me suis dit, bon, alors tant que j'étais dans l'armée de l'air, ambassadeur de l'armée de l'air, j'avais quelque chose à leur dire. Ouais. Et vous voyez, on travaille bien, c'est un beau métier. Et d'abord, ça élève. Faire de l'aviation, il faut qu'on se serve de ce qu'on a ici, quoi. Il faut qu'on apprenne des choses, il faut qu'on lise des bouquins, il faut qu'on comprenne de la physique, il faut qu'on mette un sens dans le métier. Moi, le métier de militaire, il faut y mettre beaucoup de sens, sinon on ne le fait pas. Hein. Le métier de pilote de ligne aussi. Le métier de pilote, hein, de manière générale, ça va au-delà de la simple satisfaction de son envie de voler. Ou alors, si c'est ça au début, ça passe très vite pour le mettre au service d'autres choses. Et travailler avec plaisir. Pour moi, ce que j'explique, je vais dire ce que je dis à mes enfants, hein, le plus beau cadeau que la nature m'ait donné, moi, c'est mon ciboulot, parce que je peux très bien ne rien avoir d'autre, le minimum pour survivre, je peux toujours m'amuser avec ça. Ouais. Moi, j'aime bien jouer avec mon cerveau, j'apprends des choses par cœur, j'apprends des poèmes, j'apprends des... Je me suis mis aux fourberies de Scapin, là. Je veux pouvoir l'apprendre en entier d'ici quelques mois. Ah bon, on va te voir sur les planches alors bientôt. Comment? On va te voir sur les planches. Ah non, parce que soit le vote au théâtre. Je suis un mauvais acteur. Mais j'aime bien l'esprit critique, j'aime bien douter. Voilà, je leur apprends à douter à mes mômes. Ne prenez pas ce qu'on vous dit pour argent comptant. Moi-même, je doute énormément. Et moi, ce dont je doute me fait avancer parce que je me questionne. Et sans atteindre la vérité forcément, hein, puis je ne l'ai pas, hein, mais je préfère discuter avec quelqu'un qui doute et échanger, et puis plutôt que de parler avec quelqu'un qui a des certitudes. Et ça me fait très peur, ça. Ouais. Le nombre de gens qui ont des certitudes et qui croient avoir légitimité pour parler de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ça me fout la trouille. Et il y en a de plus en plus. Parce qu'il y a de plus en plus d'outils qui le permettent, j'imagine. Mais... Non, ouais, il faut douter, se remettre en question, et puis et travailler, parce que faire marcher son cerveau, il en ressortira toujours quelque chose de bien, normalement. Ouais. Ok. Et je ne suis pas un génie, hein, loin de là. Hein. Plus un, même il est d'accord avec toi. Ouais, c'est bien. Ok, eh bien écoutez les amis, 21h02, on arrive presque à la fin de cette émission, de cette très bonne émission d'ailleurs. Je vous propose de tourner la dernière page de l'émission, c'est la foire aux questions remise de gaz, qui sont les 5 dernières minutes. Si vous avez des questions encore à aborder sur ce dont on a parlé, n'hésitez pas, c'est maintenant, posez-les dans le chat et on revient dessus tout de suite. La zone aéro, remettez les gaz. Dernière question, programme à venir, vite! Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. 5 dernières minutes à 120 nœuds, ça fait quoi ça? Ça fait 10 nautiques. Bah voilà, c'est du calcul. Il faudrait qu'on lance on faisait du quiz comme ça avant, mais on va peut-être en refaire. On va refaire des émissions un petit peu pédago dans la zone bientôt. Là. On va rapidement parler des 2 prochains rendez-vous de la zone aéro pour cette fin septembre. Hop, le temps de les incruster, si ça veut bien, oui, la technique fonctionne, voilà, c'est parfait. À commencer par la semaine prochaine, on parlait des enfants. Et bon, on va revenir un petit peu dans l'univers des enfants, puisque nous aurons le plaisir d'accueillir Marie-Laure Rollin. Elle est autrice de BD, créatrice de livres qui sont édités chez C'est pas du S, pour vulgariser et apprendre l'aviation aux plus jeunes. Donc on va voir d'où vient sa passion, comment est-ce qu'elle arrive à faire ça, comment elle travaille, et on parlera aussi de son nouveau bouquin, parce qu'au-delà de Air Fox, qui est une série de bouquins sur l'aviation, elle va lancer Space Fox, qui est aussi la même chose, mais pour l'espace. Donc Marie-Laure Rollin, c'est mercredi prochain, à partir de 20h30, on l'aura en visio avec nous, et ça promet un beau moment d'échange, de partage, et de découverte aussi de ces activités. Et puis, le dernier rendez-vous du mois pour la zone aéro, ce sera ici. Ça sera 19h30, retenez bien, parce que l'heure a été modifiée, on avait vu 20h30, c'est 19h30. C'est le 26 septembre, ça se passera ici,
puisque nous recevrons Delphine, qui est chef des moyens aériens de la sécurité civile. Donc ça comprend tous les avions bombardiers d'eau, mais aussi tous les hélicos, les fameux dragons. Donc on parlera avec elle de l'organisation globale de la sécurité civile. On fera peut-être un retour sur la saison passée, qui a été quand même assez active au niveau des incendies. On sait que chaque année, les incendies progressent. Et on verra un petit peu comment tout ça est organisé, les hommes de l'ombre aussi, qui sont derrière les avions, derrière les pilotes, quand tout fonctionne. Voilà, donc ça c'est le vendredi 26 septembre à 19h30 en direct, et normalement Nico a confirmé qu'il devrait être présent, et on le recevra aussi avec plaisir. Voilà pour le programme de septembre de la zone aéro. Alors on a quelques questions, on a pris 2 là qui sont de côté pour cette fin d'émission. Question un petit peu philosophique de Philémon. Question importante pour toi par rapport à ce qu'on disait. Est-ce que tu préfères en jeu les collaboratifs ou les oppositions? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, si je comprends un petit peu les choses, c'est est-ce que ce qui te challenge, c'est plutôt de collaborer avec des gens pour aller plus loin, ou est-ce que c'est les oppositions qui permettent de relever le niveau? C'est les deux, j'imagine. Les deux? Ouais. L'opposition, j'ai bien compris. Hein. Rien que pour... il faut se mettre des barres où on vous les met, où vous les mettez vous-même. Et puis la collaboration, ça, je suis persuadé du bien fondé, de la synergie, du travail en équipe, et de la collaboration. Ouais. Ok. Je suis pas asocial. Hein. Philémon, ouais, voilà, donc c'est ça. Et merci Z, donc je pense que j'ai bien traduit. Est-ce que tu continues de voltiger? J'aimerais bien. L'environnement ne s'y prête plus. Ouais. J'ai l'impression. Ça, c'est quelque chose qui se perd. Il y a des nuisances. Les riverains sont pas contents. L'essence est chère. C'est pas une bonne... Non, j'arrive pas à trouver des occasions. Mais j'aimerais bien, oui, j'avais des choses à faire en freestyle. Je pourrais m'amuser encore. Ouais, et même avec une marque, on parlait tout à l'heure de Aura, de faire des choses avec eux, je sais pas, en démonstrateur, quelque chose comme ça. J'ai pas le temps de faire ça. Pas le temps, ouais. Non, j'ai pas le temps de faire ça. Et quand je reviens de mes périodes en Arabie, c'est pour voir ma famille, ma maman. Ouais. Mais mon besoin d'aller me coller des jets, il est quand même plus qu'il était. Et heureusement, comme ça, je peux me concentrer sur autre chose. Ok. Mais j'aime toujours ça, hein, et je le ferais si c'était plus facile. Là, c'est moins facile, donc je fais des trucs un peu plus accessibles. De la planche à voile ou des trucs comme ça. Ouais, c'est moins gourmand. Il y a moins de nuisances. Ouais, c'est ça. C'est une très bonne question, ça. Est-ce que tu as transmis ta passion de l'aviation à tes enfants? Non, ils ont pris ce qu'ils voulaient et ils n'ont pas été mordus. D'accord. On voyage en avion, ils aiment ça parce que ça va plus vite que la voiture. Récemment, on est remonté en Bretagne en avion, ils ont adoré. Ouais. Ça fait 2h30 de Cessna plutôt que 12 heures de bagnole. Ça, j'ai eu l'adhésion, mais ça leur paraît normal. Moi, je pense qu'il faut être intéressé. Moi, je ne suis pas intéressé par le cheval. Et ça pourrait être un regret ou non? C'est quelque chose que tu acceptes tout à fait que... Ah non, c'est pas du tout. D'accord. Non. Ok, très bien. Bah écoutez, les amis, je pense qu'on a fait le tour. Merci François d'être venu nous voir. Écoute, tu vois, ça s'est bien passé. Je pense que le chat doit être content. Vous savez, vous avez les points de chaîne pour remercier François. N'hésitez pas à utiliser les points de chaîne. Envoyez tout ce qu'il faut. Envoyez les points de chaîne. Vous pouvez le remercier. Merci en tout cas de t'être déplacé, malgré cet emploi du temps un peu chargé, déplacement à l'étranger. C'est le virus là qui m'embêtait. Ah oui. Voilà. J'aurais aimé qu'on puisse venir avec moi. Merci Zoul. C'est une question que je n'ai pas posée, ça. Pourquoi Zoul? Ah la vache. Là, il y a une vraie réponse et on a le temps. Oui. Lorsque j'ai rejoint, vous savez, tu sais que dans l'armée, on se donne des noms de guerre, un truc qui passe bien à la radio en cas d'urgence et pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. Donc moi, quand j'ai rejoint mon premier escadron d'instruction à vol à Cognac, où j'étais instructeur, les gens voulaient m'attribuer un nom de guerre. Donc le vote, c'est un nom breton. Ouais. Mais à part en Bretagne, il est mal prononcé et les gens disent le veau. Oui. Donc ils étaient le veau, on va chercher un dictionnaire d'anglais, il n'y avait pas de net. Donc il y a un gars qui était peu familier avec les dictionnaires de traduction apparemment. Il prend un dictionnaire
français-anglais, ouvre la page à veau, cherche veau, et en anglais il y a 2 mots, comme beaucoup pour la nourriture en anglais, là il y a un mot qui désigne la viande de veau et un autre mot qui désigne l'animal. Ouais. Bon, mais là c'était la définition zoologique qui venait en premier, entre parenthèses zool, donc il avait veau, zool, Ah, ok. et après il y a CAF, hein, CALF normalement. Ouais. Il s'est arrêté la première chose qu'il a vue. C'était zoologique. Ah, super. L'abréviation zoologique, entre parenthèses. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est bien tiré par les cheveux. Ah ouais, ouais. Ça fait maintenant 30 ans, Je l'aurais pas imaginé, ça, tu vois. ça fait plus de 35 ans que ça me suit. Maintenant. Ben voilà, vous avez l'explication, ouais, ça les fait rire. Hein. 25 ans. Ah ouais. Ok. Bon, bah très bien. Bah, écoute, merci pour cette anecdote. Hein. On finit dans la bonne humeur. Heureusement. C'était mal barré. Bien, bah écoutez, on va terminer cette émission. Je vous rappelle les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver. Cette émission, donc elle va être en replay là, tout de suite, dans quelques minutes, pour tous les abonnés sur Twitch. Et puis, vous la retrouverez d'ici 14 jours en replay public sur la page YouTube sans aucun problème. Je vous rappelle que cette émission elle est également grâce aux bons soins de Julot en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Donc vous pouvez la télécharger, l'écouter chez vous, dans vos voitures où vous voulez. N'hésitez pas à liker les émissions, à poster des commentaires parce que c'est pareil, on prend le soin de répondre, on prend le soin de relayer les questions aux invités s'il y en a. Donc n'hésitez pas à le faire. La boutique, si vous désirez vous fringuer à la mode la zone aéro, n'hésitez pas, ça soutient la chaîne. Le Discord pour continuer d'échanger ensemble avec toute la communauté, vous avez les liens. Patreon également, vous avez les liens directement et Julot les a passés. Je vous rappelle que nous lancerons dans quelques semaines la Ground School de la zone aéro si vous désirez venir apprendre tout plein de choses, faire travailler votre citron, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Rejoignez-nous, voilà le lien qui apparaît dans le chat, merci Philémon. Vous vous inscrivez et on vous propose, avec les instructeurs de la zone, d'aborder les différents modules du PPL, de l'APL, au moins comprendre un petit peu l'aviation, comment est-ce que ça marche. Voilà, c'est un peu l'objectif de vous donner un petit peu tous ces cours-là, tous ensemble, de vous faire évoluer, de vous faire progresser tous ensemble pendant la saison. Et puis d'ici le mois de juin, quelque chose comme ça, vous proposez un petit quiz où chacun pourra venir tester un petit peu ses connaissances. Ça devrait être plutôt sympa, c'est une expérience un peu unique qu'on teste. Ça marchera pas, on verra. Mais en attendant, inscrivez-vous, puisque ça dépendra du nombre de personnes qui sont inscrites. Voilà, et dans un instant, évidemment, le raid, restez avec nous le temps du raid, on bascule tous sur une autre chaîne, on va voir Chiki dans un instant. Merci François. Avec plaisir. On te souhaite de bons vols. J'espère aussi. Encore une fois, merci d'être venu. Vous aussi. Et puis à très bientôt. Je l'espère aussi. Et ben voilà. On l'espère tous. On fait comme ça. Bonne fin de soirée, faites pour ceux qui volent, et bien donc à mercredi avec Marie-Laure. Merci François. Ciao.